Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de Gergovie, proche de Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, je vais à la rencontre du musée qui se trouve juste derrière moi pour découvrir un petit peu les fouilles qui ont eu lieu ici sur l'oppidum de Gergovie, mais également d'aller à la rencontre de l'histoire, puisque nous allons parler de cette fameuse bataille de Gergovie qui eut lieu en 52 avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis accueilli par le musée, mais bien évidemment aussi par le directeur culturel Arnaud Pocris, qui me fait le plaisir de nous présenter ce site. Je vous laisse en sa compagnie et je vous dis à plus tard. Napoléon le disait, lorsque lui était présent, ce n'est pas 50 000 hommes, mais 150 000 qui sont là. Les soldats, eux, ils vivent dans ce type de chambre. Majestueux, ce château rayonne toujours aujourd'hui. Bonjour, je suis Arnaud Pocris, directeur culturel du musée archéologique de la bataille dans lequel on se trouve actuellement. Donc ce musée se situe sur le plateau de Gergovie, un vaste plateau volcanique occupé au 1er siècle avant Jésus-Christ par un oppidum, donc une ville fortifiée gauloise. Et c'est donc sur ce plateau que se trouvait cette ville, et au pied de cette ville que s'est déroulée la bataille de Gergovie de 52 avant Jésus-Christ, qui a opposé en fait César et Vercingétorix, et qui s'est soldée par la défaite du général romain, une de ses rares défaites pendant la guerre des Gaules. Alors dès l'entrée de ce musée, on présente évidemment protagoniste de la bataille de Gergovie, mais on présente aussi le site comme un lieu d'habitat, un lieu d'occupation permanent, une véritable ville en fait, qui est occupée par plusieurs milliers d'habitants et dont on retrouve les vestiges de la vie quotidienne, donc des vestiges d'objets gaulois, mais aussi d'objets provenant du monde méditerranéen dans son ensemble, principalement de la péninsule italique, et qui montrent toute l'importance en fait qu'a ce site en termes de rayonnement économique et commercial, puisque on importe des objets, on importe des produits, du vin par exemple, qui vient du monde méditerranéen, qui n'a pas laissé beaucoup de traces, si ce n'est son contenant, c'est-à-dire le récipient dans lequel on l'a transporté, donc essentiellement des amphores, mais d'autres objets aussi, des objets de parure, et puis des monnaies qui viennent du monde gaulois, on va dire, mais au-delà du monde méditerranéen, et qui montrent la vitalité des échanges économiques entre ces différentes populations. Donc dans cette partie-là, nous présentons des cartes qui expliquent le contexte dans lequel a débuté la guerre des Gaules, et dans lequel s'est inscrite finalement cette rébellion des Gaulois en 52 avant Jésus-Christ, qui va être ponctuée par cette fameuse victoire de Gergovie, victoire gauloise, et puis se solder à la fin de l'année par une défaite à Alésia. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Jules César, en 59 avant Jésus-Christ, donc avant le début de la guerre des Gaules, il est gouverneur d'une province qui s'appelle la Gaule transalpine, c'est-à-dire le sud de la Gaule, ce qui va devenir par la suite la Narbonnaise. Et étant gouverneur de cette province, il est appelé à l'aide par les alliés gaulois des Romains, les Éduins, qui sont menacés par le passage des peuples helvètes, d'autres peuples gaulois qui quittent leur territoire pour se rendre sur la façade atlantique. Et donc les Éduins font appel aux Romains, font appel à César. César répond positivement, se rend chez les Éduins et massacre les Helvètes qui tentent de passer. Et à partir de là, va démarrer cette suite de campagnes année après année, pour pacifier, ou en tout cas faire une certaine ingérence dans les affaires politiques gauloises, ce qui ne va pas aller sans difficulté, notamment à partir de l'année 53 avant Jésus-Christ, où il va un petit peu trop loin en faisant exécuter un chef gaulois
de manière insupportable pour les Gaulois, puisqu'il a été battu à mort, ce qui est plutôt un châtiment réservé à des esclaves. Et donc ça va en fait entraîner la rébellion des peuples du centre de la Gaule, qui étaient traditionnellement bienveillants avec les Romains. Et chez les Arvernes, eh bien, c'est Vercingétorix qui va prendre la tête de cette révolte, qui va commencer par une série de massacres de négociants romains, notamment dans la ville de Cénabum, à Orléans, et puis qui va ensuite se poursuivre par des tactique de guérilla, tactique de la terre brûlée en fait, qui est mise en place par Vercingétorix pour essayer d'affamer les légions romaines. Et finalement, Vercingétorix se laisse pourchasser par les légions romaines. On a l'impression qu'il essaye d'attirer les Romains, et César particulièrement, dans son fief, dans son territoire, chez les Arvernes, et notamment autour de la ville de Gergovie, qui est la ville natale, d'après César en tout cas, de Vercingétorix. Qui est situé sur un plateau, sur une montagne assez inexpugnable, et finalement qui est une sorte de piège tendu à Jules César, dans lequel il va tomber en partie, puisqu'il sera défait ici et perdre plusieurs centaines, peut-être milliers de combattants ici à Gergovie. Donc au moment de l'arrivée des Romains devant l'oppidum de Gergovie, eh bien César va d'abord installer un premier camp, un grand camp, dans lequel il va cantonner les 6 légions qui l'accompagnent, donc entre 25 et 30 000 combattants. Ce premier camp va se trouver dans la plaine. On va l'appeler le Grand Camp pour le distinguer du suivant. Il se trouve donc à quelques kilomètres en fait à l'est de l'oppidum, mais surtout très en contrebas. Il est 400 mètres en dessous du niveau de l'altitude, en tout cas de l'oppidum. Ce qui est évidemment une position relativement difficile à tenir. Dans un second temps, César s'aperçoit qu'une garnison gauloise se trouve cantonnée sur une petite hauteur au pied de l'oppidum de Gergovie, donc qui est ici en jaune. Cette garnison, eh bien, elle est chassée par une attaque nocturne lancée depuis le Grand Camp. Et à la place, César fait installer un petit camp qu'il va faire fortifier en partie. Alors évidemment, César, qui a été défait assez lourdement ici, indique que les Gaulois sont très très nombreux, sont très supérieurs en nombre par rapport aux Romains, et que, eh bien, ils sont tellement nombreux qu'ils occupent aussi les collines avoisinantes, et donc ils sont cantonnés pour l'essentiel à l'extérieur de l'oppidum. Donc, à partir de là, eh bien, César met en place une stratégie. Il va essayer d'attaquer par surprise l'oppidum, et pour ça, il va lancer une attaque de diversion par le sud, en partant du Grand Camp, avec une légion entière, avec des muletiers qui sont déguisés en cavaliers et qui ont pour ordre, en tout cas, de se rendre du côté ouest de l'oppidum et des cantonnements gaulois, pour faire croire à une attaque de ce côté-là. Donc là, ordre leur est donné de faire le maximum de bruit pour être bien repérés par les défenseurs gaulois. Et effectivement, les défenseurs gaulois qui constatent qu'à cet endroit il y a des faiblesses dans la défense, vont se rassembler au maximum à cet endroit. Pendant ce temps, César fait passer une légion du Grand Camp au Petit Camp, de manière très discrète cette fois, et lorsque ces légionnaires sont rassemblés à cet endroit, il lance l'attaque à proprement parler qui va partir en direction du sud de l'oppidum. Attaque surprise qui va, malheureusement pour les Romains, être éventée par l'arrivée des premiers légionnaires, peu disciplinés d'après César, mais en tout cas qui cherchent à passer les remparts, et des messagers présents, en tout cas des défenseurs présents dans l'oppidum vont envoyer des messagers chercher les troupes gauloises massées à l'ouest pour qu'elles reviennent très rapidement, et là la cavalerie gauloise arrive et chasse les légionnaires romains de l'oppidum en fait. Les légionnaires se replient et la contre-attaque en fait gauloise est amortie par la présence de la 10e légion, c'est la légion d'élite de César, qui prend position devant le Grand Camp pour protéger la retraite
des légionnaires qui sont en pleine débâcle en fait. Et c'est comme ça donc que se termine cet assaut repoussé, qui est la bataille de Gergovie, et qui va conduire César à lever le camp et à très très rapidement faire la jonction avec 4 autres légions qu'il a envoyées au nord de la Gaule et avec lesquelles il va falloir qu'ils se rassemblent pour pouvoir contre-attaquer peut-être, et en tout cas ne pas être complètement battus par les Gaulois. Alors on se trouve ici devant un mannequin gaulois, de guerrier gaulois, en tout cas un mannequin qui porte une panoplie militaire gauloise. Et cette panoplie militaire, elle comprend un casque assez perfectionné puisqu'il est muni de couvre-joues articulés, muni d'un couvre-nuque. C'est un casque en fer, donc relativement léger et qui amortit bien les chocs. Il est revêtu également d'une cotte de maille. La cotte de maille, c'est une invention des forgerons gaulois qui date déjà du IIe siècle avant Jésus-Christ, qui est quand même l'apanage des guerriers les plus riches, on va dire. Le simple homme de troupe gauloise n'est pas équipé de ce type de protection qui demande des milliers d'heures de travail et qui est extrêmement onéreuse. Il porte également une épée longue qui est plutôt l'épée du cavalier. En effet, ces longs fers d'épée sont pratiques pour atteindre les fantassins, donc les combattants à pied lorsqu'on est à cheval. Donc on a besoin d'avoir une épée assez longue. Elle est plutôt difficile à manœuvrer en combat au corps à corps, et d'autant plus qu'on va l'utiliser essentiellement avec le tranchant. Donc on frappe de taille essentiellement avec cette épée. Il est équipé également d'un bouclier, un bouclier plat, protégé par un humbo, donc une pièce métallique qui vient protéger la main qui se trouve derrière. Ce bouclier est également renforcé de ce qu'on appelle les orles, c'est-à-dire ces espèces de gouttières métalliques qui sont là aussi pour protéger les parties fragiles du bouclier, et qu'on va pouvoir utiliser d'ailleurs ce bouclier, y compris dans un mode offensif. On peut tout à fait frapper l'adversaire, et notamment avec ces rebords métalliques, donc c'est extrêmement efficace. À l'arrière de ce guerrier gaulois, on a une lance, et la lance, alors qui n'est pas un javelot, donc c'est pas une arme que l'on va jeter sur l'adversaire, c'est vraiment une arme de poing. Eh bien, c'est l'équipement de base du soldat gaulois, le soldat qui prend les armes au moment où il en a besoin, mais qui n'est pas un professionnel de la guerre. Donc la lance, le bouclier, ce sont les armes de base des simples guerriers gaulois. Et celui qui est représenté ici, eh bien, c'est soit un aristocrate, un cavalier, comme on l'a dit, soit un fantassin lourd, c'est-à-dire un fantassin équipé lourdement et qui est aux ordres, ou en tout cas qui est dans qui appartient à une troupe, la troupe d'un aristocrate, peut-être une armée privée. Alors, si on parle des fortifications de l'oppidum de Gergovie, souvent on a tendance à parler uniquement du rempart, mais en fait le système de fortification qui protège l'oppidum de Gergovie, il est plus complexe. Il est composé d'abord d'un premier mur ici, qui est un premier obstacle en limite de crête, qui protège l'accès à cette terrasse d'à peu près 15 mètres de profondeur, qui, lorsque les assaillants ont franchi le premier mur, eh bien, les livre complètement à la vue des défenseurs qui se trouvent sur le mur principal. Cet apic ici, il a été accentué, aménagé, rendu plus vertical encore par les défenseurs justement qui ont retaillé cet apic pour en extraire des pierres et avec les pierres monter le mur qui se trouve derrière, un mur en pierre sèche qui vraisemblablement était surmonté d'une palissade en bois et dont on trouvait à l'arrière un chemin de ronde, un platelage en bois posé sur des murets perpendiculaires en pierre également, qui permettaient de circuler très facilement le long du rempart. Au total, eh bien, l'obstacle constitué par la fortification en elle-même fait 8 mètres de haut, plus ces 15 mètres de terrasse sur laquelle les assaillants étaient extrêmement exposés aux défenseurs. Alors en parallèle du mannequin gaulois, on a le mannequin romain qui présente la panoplie militaire romaine. Le légionnaire romain, c'est un professionnel de la guerre. Il est recruté à l'époque césarienne principalement parmi les paysans, parce qu'ils sont considérés comme étant plus endurants, plus physiquement à même de supporter les conditions des campagnes militaires.
Ce sont quasiment des athlètes de haut niveau en fait. Ils sont capables d'endurer des heures et des heures de marche, un poids très important constitué par leur armement, leur équipement personnel. Et puis lorsqu'ils arrivent à l'emplacement où doit être dressé le camp, eh bien, ils vont terrasser, creuser des fossés, élever des talus avant de pouvoir passer la nuit et repartir éventuellement le lendemain, sans parler d'éventuels combats à mener dans la même journée. Donc ces légionnaires sont des professionnels, sont des soldats surentraînés qui sont aussi extrêmement bien organisés. Et leur armement traduit cette organisation, cette discipline, avec notamment le bouclier, un bouclier très enveloppant, qui est du coup très protecteur, mais qui est très utile aussi dans les différentes manœuvres qui sont mises en place par la Légion romaine au moment du combat. Le légionnaire romain est muni d'un glaive, qui est une épée relativement courte, que les Romains ont empruntée au peuple ibérique, qui est une arme vraiment adaptée au combat au corps à corps. Donc protégé derrière son bouclier, le légionnaire finalement va chercher à piquer l'adversaire, à frapper d'estoc cette fois, essayer d'atteindre les points vitaux de l'adversaire. Ce qui est très caractéristique dans les légions romaines aussi, c'est cette discipline qui fait qu'ils peuvent combattre très peu de temps et par une manœuvre assez habile, finalement se retrouver en deuxième ligne et laisser les combattants de derrière en première ligne pour finalement se reposer et du coup économiser finalement ces soldats. On trouve également dans l'équipement du légionnaire romain cette lance qui est le pilum, le célèbre pilum, qui là pour le coup est un javelot, qu'on peut utiliser aussi en combat à la main, mais dont la vocation est d'être jeté sur l'ennemi pour éventuellement occasionner des dégâts parmi les premières lignes adverses, mais aussi pour percer les boucliers. Un bouclier dans lequel est planté un pilum absolument inutilisable, donc le guerrier d'en face, le guerrier gaulois par exemple, est obligé de se débarrasser de son bouclier et donc évidemment beaucoup plus exposé au moment du corps à corps, au moment de l'affrontement. On remarque aussi la cotte de maille qui est exactement similaire à celle des guerriers gaulois. En fait, au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque les légions romaines affrontent les guerriers gaulois au moment de la conquête du sud de la Gaule, ils se trouvent confrontés à des guerriers qui sont revêtus de ces équipements extrêmement performants qu'ils vont adopter très rapidement et qui va équiper, donc la cotte de maille va équiper la légion romaine à l'époque de César. De la même manière, le casque qui, au début des campagnes de la guerre des Gaules, est un casque en bronze, donc assez cassant, qui est assez peu couvrant finalement, eh bien, va être abandonné progressivement au fil des campagnes au profit du casque gaulois. Donc, ce qui veut dire qu'à la fin de la guerre des Gaules, lorsqu'on découvre en fouille archéologique un casque gaulois, il n'est pas évident qu'il ait appartenu à un Gaulois, il a très bien pu appartenir à un légionnaire romain. Et surtout au cours des périodes suivantes, eh bien, les légions romaines sont équipées du type de casque gaulois beaucoup plus performant et perfectionné que le simple casque en bronze. Au niveau des camps romains, cette fois on a des vestiges de l'installation des légions qui se matérialisent sur le terrain par la découverte des fossés, ou en tout cas de vestiges de fossés, parfois sur quelques dizaines de centimètres d'épaisseur seulement. Lorsqu'une légion romaine arrive à l'emplacement du camp, eh bien, elle creuse un fossé d'à peu près 2,50 m de profondeur, un fossé en V très caractéristique. La terre prélevée est ensuite utilisée pour élever un rempart en arrière, un rempart qui est lui-même surmonté d'une palissade avec des éléments en bois qui sont transportés par des chariots, donc on ne fabrique pas à chaque fois. Et à l'arrière, eh bien, on trouve le camp romain en tant que tel, avec disposé aussi le long eh bien, des machines de guerre. Ces machines de guerre, ça peut être soit le Scorpio, donc cette arbalète géante sur pied, manipulée par 2 légionnaires, qui est extrêmement efficace en combat, très mobile, et dont on retrouve des vestiges des munitions, à travers des pointes de flèches très caractéristiques, des carreaux de Scorpio, dont on a pu retrouver des exemplaires dans le comblement des fossés, ou même sur Gergovie, à l'emplacement d'une des portes, comme si eh bien, les Romains avaient lancé une attaque d'artillerie de ce côté-là. Et puis on trouve d'autres machines, comme les balistes, qui projettent des boulets cette fois, boulets sphériques retaillés,
en pierre et qui servent également dans les manœuvres de siège. On a retrouvé également certains de ces boulets dans le fond des fortifications romaines. Donc si on veut évoquer le bilan de la bataille de Gergovie, alors le bilan on l'a uniquement par Jules César, qui d'abord de son point de vue évoque ses pertes humaines, donc 700 hommes dont 46 centurions morts ici à Gergovie, ce qui semble un peu disproportionné en fait, puisque 46 centurions, eh bien, ça correspond plutôt à donc des sous-officiers qui commandent plusieurs centaines d'hommes finalement, presque 3000 combattants. Donc voilà, ces 700 hommes perdus, ces 700 hommes morts ici à Gergovie semblent un peu sous-évalués, d'autant plus que d'autres auteurs latins qui ont écrit longtemps après les faits, certes, évoquent que César ait pu perdre jusqu'à une légion ici entière, donc peut-être 5000 combattants à Gergovie. En tout cas, la défaite qu'il a subie ici oblige César à lever le camp très vite après la bataille et à rejoindre 4 autres légions dont il dispose et qu'il a envoyées en fait dans le nord de la Gaule sous le commandement de Labienus, son lieutenant. Donc il est contraint d'aller faire la jonction avec ces 4 autres légions et c'est ce qui fait que à Alésia, il se trouvera à la tête de 10 légions pour entreprendre le siège qui conclura finalement ses conquêtes avec la défaite de Vercingétorix. J'espère que vous avez apprécié cette découverte rapide du musée de Gergovie. Donc, je vous invite évidemment à venir visiter à la fois le musée en lui-même qui est assez exceptionnel par sa situation physique et puis aussi par un certain nombre d'objets exceptionnels qui sont présentés ici. Et puis le site de Gergovie en lui-même a aussi un caractère assez remarquable, ce qui fait que les Gaulois s'y sont installés effectivement au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est cette position de belvédère sur tous les territoires qui se trouvent autour du Puy-de-Dôme. Et puis je vous invite aussi à découvrir le site internet du musée, puisque c'est là que nous déclinons, que nous proposons toutes les visites guidées, les différentes manières en fait que l'on propose pour aborder le site dans ses différentes composantes environnementales, archéologiques, historiques. Voilà, et ce qui fait que finalement le programme proposé par le musée ne se cantonne pas à l'intérieur des murs, mais sort des murs justement pour valoriser au mieux ce site exceptionnel. J'espère que vous avez apprécié cette petite visite du musée, très enrichissante. J'ai eu la chance de découvrir plein de belles choses. C'est un site remarquable que je vous conseille de visiter. Le plateau est magnifique, vous avez une super vue en plus sur les environs. Vous pouvez encore apercevoir les emplacements des anciens camps des Romains à l'époque. Voici, c'était une première visite du musée. Prochainement, sûrement dans les prochains mois, vous viendrez à la découverte de cette bataille de Gergovie avec l'aide de reconstitueurs, du personnel du musée. On va essayer de faire un beau reportage sur cette bataille. En attendant, n'hésitez pas à suivre nos actualités et nos prochaines vidéos. A très bientôt sur les capsules de l'histoire.